Deuxième émission de l'an 2021, mesdames et messieurs. Nous sommes encore au mois de janvier, l'année des vœux. Je suis très heureuse de recevoir un grand cadre de l'UDPS. Il est secrétaire général adjoint. Avec messieurs Guy Bao et Bamou, nous allons décortiquer, comme à l'accoutumée, mesdames et messieurs, le temps fort de l'actualité de cette semaine, marqué, comme vous le savez, par la libération d'Edi Kapinde, marqué aussi par le rapport mapping et l'arrestation de Roger Lumbala. Nous allons en parler. Et évidemment, le report de la rentrée scolaire. On ne sait vraiment pas ce qui se passe dans ce grand secteur qu'est l'éducation. Alors, avec monsieur Guy Bao et Bamou, nous allons passer ensemble 1h20. Très heureuse et bonne année, monsieur Ebam. Merci. Monsieur Bao Ebam. Bonne année. Merci, pareillement. Très heureuse d'être avec nous. L'UDPS, nous commençons un peu par ce grand parti. Vous êtes secrétaire général adjoint. Oui. Est-ce qu'il y a un critérium, comment on appelle ça dans un parti politique? Qui doit parler? Qui est la bouche autorisée de l'UDPS aujourd'hui? Bon, il y a une première des choses qu'il faut préciser à l'intention des téléspectateurs. La liberté d'expression est consacrée à l'UDPS dans nos statuts. Donc, tous les militants de l'UDPS que nous appelons combattants ont le droit de s'exprimer et de donner leur point de vue à titre individuel. Parce que nous sommes dans un pays de démocratie. Donc, tous ceux qui parlent là, ils donnent leur point de vue. Des propos de foi, comment je peux dire, déconcertant, disons-le comme ça poliment. Cela n'engage pas du tout l'UDPS. Quelqu'un qui insulte une femme, qui insulte les parties intimes d'une femme, cela n'engage pas l'UDPS. Non, surtout pas ça. Surtout pas ça. Pas ça en tout cas. Donc là, il s'exprime dans notre culture, c'est à titre individuel. Mais vous ne sanctionnez pas, vous ne parlez pas entre vous pour doser nous comportement. Vous n'en parlez pas. Mais trop de liberté tue la liberté aussi. On en parle, madame. Vous allez constater qu'il y a moins de dérapage par rapport à là où nous venons. Parce que, d'abord, ce qu'il faut dire aux téléspectateurs, nous sommes un parti des martyrs. Nous avons été réprimés pendant 37 ans, madame. Et les combattants qu'on peut reprocher des choses aujourd'hui, ils n'avaient que la bouche comme arme pour répliquer face aux balles réelles. Exactement. Nous avons vécu ça pendant 37 ans. Un peu un comportement des maquisards. Maintenant, c'est l'effort que nous devons faire, nous transformer à des combattants dans un milieu démocratique. C'est cette transformation que nous devons faire un effort pour arriver à ça. Mais vous devez le comprendre dans ce sens-là. La liberté de l'expression est consacrée. C'est comme vous et moi, on peut s'exprimer à l'extérieur du pays, mais on n'engage pas les pays. Les pays a les animateurs attitrés pour engager Exactement. les pays. Quelles sont vos relations avec les autres ailes de l'UDPS? UDPS Kibasa par exemple, UDPS, il y a Kibasa qui est officiel, je ne sais pas si celui de, le nom m'échappe, est-il officiel aussi, mais quelles sont vos relations avec ces autres UDPS? La preuve, on a le ministre Kibasa, il est dans les gouvernements, il n'y a pas de problème. Mais avec l'autre, c'est Valentin Moubaki, voilà. Il a créé aussi notre aile. Il a créé son aile, il n'y a aucun lien pour l'instant. Vous êtes en froid avec Valentin Moubaki. Bien sûr. Merci de cette précision. Nous allons commencer, mesdames et messieurs, nous allons ouvrir avec la Covid toujours. La Covid qui est vraiment cette pandémie qui est entrée avec nous en plein 2021. Nous sommes toujours pas en confinement, mais il y a toujours le couvre-feu de 21h à 5h. Mais beaucoup se plaignent que ce couvre-feu n'est pas du tout respecté dans certains endroits et tout ça. Il y a même des vols. J'ai suivi sur Top Congo, la radio sœur, qu'il y a des vols. Les gens ne comprennent pas, il y a couvre-feu, mais il y a des vols, il y a des... Voilà, donc pourquoi les Congolais ne respectent pas ce couvre-feu? Et nous allons avoir le point de vue de ce Congolais, d'ailleurs de ces Quinois, par rapport à la dégradation, à l'impact dans la vie sociale par rapport au Covid-19. Premier élément, mesdames et messieurs. Sensibiliser les différentes organisations dans la lutte contre la deuxième vague du coronavirus, c'est les buts poursuivis par la Grecque. Après le briefing des responsables des confessions religieuses, des responsables des entreprises et établissements commerciaux ont été aussi outillés sur des stratégies pouvant permettre de combattre la Covid-19. Occasion pour Marie-Claire Fouello, présidente de la Grecque, de rappeler à l'assistance les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires afin de prévenir et réduire la chaîne de contamination de cette deuxième vague du coronavirus. À noter que cette initiative a été saluée par le secrétaire général au ministère du Travail et Prévoyance sociale, un motif de satisfaction pour les participants qui encouragent la Grecque pour son travail abattu. Ils estiment que réduire les risques de transmission de la pandémie à coronavirus dans des entreprises et établissements commerciaux, c'est sauver plusieurs ménages.
Le coronavirus a impacté négativement sur la vie quotidienne de la population de tous les continents du monde entier. Une année après sa découverte en Chine, cette pandémie a coûté la vie à plusieurs personnes. Pour certains qui n'ont rencontré ces mercredis dans la capitale, l'année 2020 a été perturbée par ces virus. Ça a affecté ma vie beaucoup plus pour les confinements. C'était au mois de février, mars, quelque chose comme ça. Donc c'était déjà un manque à gagner pour nous. 2020 n'a pas été facile. C'était une année difficile pour tout le monde. Plus difficile encore pour moi parce qu'on n'a pas pu payer les maisons. Donc comme les enfants fêtent leur fête de fin d'année, on n'a pas pu satisfaire à leurs besoins. Bilamba, basapat, on n'a pas pu acheter. On a juste acheté à manger pour que fêter les cananzalate. C'est à cause de la Covid parce que tout a été arrêté. On partait au travail, les heures étaient limitées. Il y a des gens par exemple qui travaillent même pour aujourd'hui et qui travaillent dans des bars. Les bars fonctionnent normalement la nuit, mais suite à la Covid-19, la nuit on ne peut plus circuler. Concernant la deuxième vague de la Covid-19, ces derniers disent se préparer en conséquence pour faire face à ce fléau. Bon, on travaille comme des fourmis, hein. On réserve ce qu'on reçoit et puis on se prépare déjà, on ne sait pas, peut-être demain ou après-demain il y aura encore. Pour cette année, comme on sait déjà que la maladie est là, nous avons pris des dispositions. Si l'année passée, on a bisé des provisions qu'on avait parce qu'on ne savait pas que ça allait continuer jusqu'à maintenant. Si l'année passée, on mangeait 2 poulets, on a pris les dispositions de manger 1 poulet pour que nous ne puissions pas dormir affamés. Maladie peut continuer comme il est que maladie wana et les koluka po bana bazo pe moye lokwa kolia po bokono wana moye kotananda ku ezate. Ceux qui nous souhaitent voir ces virus disparaître partout dans le monde. À noter également que des mesures barrières sont des strictes applications en République démocratique du Congo pour barrer la route à la deuxième vague du coronavirus. Maître Guibao, la deuxième vague du Covid est bien présente en République démocratique du Congo, mais vous êtes un haut cadre d'un grand parti, un parti de masse. Et on vous reproche, vous souvent, de mobiliser la masse sans tenir compte des gestes barrières. Comme dernièrement, lors de l'inauguration des sauts de mouton, certains hauts cadres de parti ont appelé les militants à venir soutenir le chef de l'État. Comment vous faites pour sensibiliser à l'UDPS par rapport au Covid-19? Nous sommes dans la sensibilisation au quotidien parce que nul n'ignore que les membres de l'UDPS habitent aussi la République démocratique du Congo, donc nous sommes aussi exposés à la maladie. D'ailleurs, l'effort que nous sommes en train de faire, c'est de respecter les consignes barrières et même dans la sensibilisation. Mais il se peut que ça, 1 ou 2 endroits, il peut y avoir de relâchement. Mais en tout cas, au niveau du parti, le travail que nous sommes en train de faire, de sensibilisation, c'est un travail de tous les jours. Et tous les cadres sont impliqués. Vous avez suivi l'impact, hein, le chef de l'État a encore donné des mesures encore vraiment très restreintes, vraiment le couvre-feu. Pour vous, ce sont des mesures qui peuvent stopper la Covid-19 en République démocratique. Parce que les Congolais, quand le bako, Congolais, bien que Covid dango et puis ça marque de 21h à 5h. Pourquoi le chef prend des mesures comme ça? Parce qu'il y a des gens qui travaillent la nuit et tout ça. Est-ce que voilà, les gens ne comprennent pas. Expliquez un peu à cette population pourquoi le couvre-feu. Quelle est l'importance du couvre-feu, par exemple? Non, le couvre-feu nous permet de restreindre la mobilité de la population, okay. Parce que nul n'ignore que la nuit aussi nous avons des activités, particulièrement les fêtes. Les fêtes sont organisées après 21h. Après la bière, on se relâche si les mesures barrières ne sont pas respectées. Ça, c'est de 1, de 2. Nous devons aussi regarder ce qui se passe chez les voisins. Voyez le Congo-Brazzaville, voyez l'Angola, voyez en Europe même. Tout le monde est en train de prendre des dispositions pour empêcher la contamination. Or, on annonce la deuxième vague comme étant une menace très sérieuse. Et même la troisième déjà. Hein. La troisième aussi, on annonce. Donc, nous avons intérêt à respecter les mesures barrières pour notre sécurité d'abord et ensuite pour protéger aussi ceux qui sont proches de nous. C'est vraiment important. C'est même un devoir pour nous en tant que citoyens de respecter les instructions. Les gestes barrières. Et vraiment respecter le couvre-feu décrété par le chef de l'État. Les nombres aussi des morts, hein, puisque vous êtes aussi une des bouches autorisées. Quel est le rôle de Mouniangui? Parce que je dois en parler, parce que comme j'ai reçu quelqu'un de l'IDPS, comment Mouniangui est aux Angati? On dit que le docteur Mouniangui a adhéré
à l'UDPS. Est-ce que c'est officiel? Il est membre de l'UDPS? Je ne saurais pas les confirmer parce que l'adhésion à l'UDPS se fait à la cellule. Et la cellule, c'est quoi? C'est les quartiers. Ce que nous avons ici dans la ville de Kinshasa, les quartiers. C'est ça la cellule. Donc quelqu'un peut aller dans un quartier de Barumbu, de Kinshasa, de Matadi ou de Lubumbashi, il adhère. Ça, c'est au niveau de la cellule et nous aurons les rapports après. À ce que je sache, il était en voyage. Il avait des choses à distribuer aux membres du parti, mais il n'était pas chargé de la redynamisation du parti. C'était pas officiel. Non, ça n'a rien à voir avec nous. L'UDPS, c'est un grand parti. C'est comme si on demande à un chrétien d'aller redynamiser chez les musulmans où il vient d'adhérer à peine 2 jours. Tu ne connais pas l'idéologie, ça ne peut pas se faire. Donc c'était pour autre chose. Il peut adhérer, c'est une bonne chose. Nous souhaitons qu'on ait beaucoup plus de membres, mais ce n'est pas pour redynamiser les partis. Il est revenu, comme vous le savez, sous la houlette du chef de l'État. Le chef de l'État a personnellement souhaité son retour en République démocratique du Congo. On dit qu'il travaille à la présidence, voilà. Mais les gens ne sentent pas son impact sur le côté scientifique. Jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas ce qu'il produit réellement par rapport au Covid-19. Parce que, voilà, les gens disent... Où est Mouniangui, où est Jérôme Mouniangui? Je crois qu'on doit attendre. L'espoir. Non, on doit attendre. Le travail scientifique, ce n'est pas un travail qui se fait comme si on préparait les beignets. Il y a un processus. On doit attendre nous tous. Nous tous, nous avons mis de l'espoir dans ce qu'il avait comme apport à donner. Je pense que donnons-lui du temps. C'est un travail scientifique. Parce que même à Madagascar, on nous avait miroité que tout était bien, il n'y avait pas de Covid. Nous avons constaté par la suite qu'il y a des problèmes très sérieux. On n'entend plus la propagande qu'on attendait à l'époque. Donc, pour un processus scientifique, il y a des étapes à respecter. Je crois que soyons patients. Je fais un peu du coq à l'âne pour passer vraiment à autre chose. Je reviens un peu à l'UDPS parce que ça m'est venu à l'esprit. Vous êtes secrétaire général adjoint de l'UDPS, le parti au pouvoir. Mais j'entends aussi certains sons de cloche qui disent que tout le monde ne s'est pas retrouvé dans ce pouvoir. Il y a des gens qui ont acquis beaucoup de choses, qui ont gravi des échelons, qui ont eu des postes. Mais la grande masse, celle qui s'est battue, celle qui recevait les gaz lacrymogènes, celle qui marchait des kilomètres, celle qui répondait aux appels des vous cadres, est-ce que c'est vrai? Comment vous êtes organisé pour calmer un peu cette autre frange qui était mécontente? C'est un problème réel à l'UDPS. Comme je vous avais dit à l'introduction, la liberté de l'expression est consacrée. Les combattants ou les militaires qui ne se sont pas encore retrouvés sont en train de revendiquer. C'est un problème que nous sommes en train de gérer. Ça, c'est de 1. De 2, le problème du chômage, c'est un problème général. Le chef de l'État avait un plan, une vision. C'est la raison pour laquelle la première année, il était dans le voyage. C'était pour chercher les partenaires, les investisseurs pour venir nous aider et ouvrir des sociétés. Malheureusement, la Covid est venue tout perturber, ainsi que les fonctionnements de l'Alliance. Ça n'a pas permis au chef de l'État de concrétiser tout ce qu'il avait comme projet. Donc nous lançons seulement un appel au calme, à la compréhension, à nos combattants. Ce que vous décrivez là, c'est une vérité. Nous avons des combattants qui ne se sont pas encore retrouvés et qui sont en train de réclamer. D'ailleurs, ça fait même l'objet de parmi des grands problèmes que nous avons au sein du parti. C'est une vérité. J'espère que cela va se résoudre. Nous allons maintenant parler de la libération des prisonniers politiques. Vous le savez, Edi Kapende est enfin libre. Vous avez vu les images qui ont circulé partout sur les réseaux sociaux. Et nous allons parler aussi un peu de l'Est, des ADF. Dernièrement, j'ai lu, merci à toi Stani Boujakera, actualité.cd, qui a eu dernièrement 50 morts, si je ne me trompe pas. C'était des gens, comment on appelle ça, des prisonniers, pas des prisonniers, mais des gens, le nom m'échappe, ils n'ont pas pu partir avec eux et ils les ont exécutés. 50 Congolais exécutés il y a quelques heures. Donc, on ne comprend pas très bien qu'est-ce qui se passe à l'Est de la République avec ces ADF. Nous allons parler tout à l'heure avec M. Bao. C'est depuis le 1er janvier dernier que le président de la République a pris une ordonnance accordant une grâce à certains prisonniers. Ce vendredi 8 janvier, le vice-ministre de la Justice assumant l'intérim du ministre de la Justice Bernard Takaïche a présidé la cérémonie de libération de ces prisonniers à Makala, dont Edi Kapende qui a été accueilli par une foule immense à sa sortie.
Condamné d'abord à mort, ensuite à la prison à perpétuité, Edi Kapende a vu sa peine être réduite à 20 ans et aujourd'hui libéré suite à la grâce présidentielle. Dans le territoire d'Irumu, province de l'Ituri, un groupe d'hommes armés a été détecté par la population habitant le village des Matobi. Il s'agit d'une base des ADF qui abrite ce rebelle ougandais lourdement armé avec leurs dépendants à provenance de la province voisine du Nord Kivu, a indiqué ce mercredi 6 janvier l'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme. Cette structure a alerté les autorités militaires de la place concernant la découverte d'une grande base de rebelles ougandais. Ils sont bien armés. L'ONG Convention pour le respect des droits de l'homme demande aux autorités militaires de prendre des mesures pour déloger ces rebelles de l'Ituri. Cette organisation appelle donc le gouvernement provincial et central à lancer les opérations militaires dans la région. Finalité, traquer ces rebelles ougandais des ADF qui sèment la terreur et la désolation au sein de la population dans cette partie du pays, notamment la province de l'Ituri. Monsieur Guiba, Edi Kapende est sorti de prison après plus de 20 ans. C'est une bonne chose. Mais moi, je pose la question en tant que simple Congolais qui se demande quels sont les critères. C'est vrai que c'est dans les prérogatives du chef de l'État, mais quels sont les critères? Il choisit comment ce qui va libérer? Non, le président n'a pas donné une liste. Et comme vous l'avez souligné, c'est dans son pouvoir discrétionnaire. Discrétionnaire, exactement. Il a signé une ordonnance où on a mis des conditions. Par exemple, les gens qui avaient déjà purgé leur peine avaient la facilité de bénéficier de la grâce présidentielle. Et c'est le cas d'Edi Kapende et consorts que nous avons salué parce qu'ils ont crié à l'injustice. Vous voyez des pères de famille condamnés pendant 20 ans qui sont passés à Makala. Je dis même qu'ils sont forts mentalement. Lorsque j'ai vu les images qu'ils n'ont pas fait d'AVC, il faut saluer cette mesure du chef de l'État. Et je souligne aussi que le bénéficiaire ont dit qu'on ne connaît pas la vérité sur la mort de Mosé. Il réclame la révision du procès. De son procès. Il veut ouvrir la boîte de Pandore. Bon, moi je ne saurais pas appeler la boîte de Pandore, c'est une vérité parce qu'en 1960-61, lorsqu'on avait tué Lumumba au Quito Impolo, on n'avait pas tous les éléments. Ça pouvait se justifier parce que c'était 1960, mais au moins la mort de Laurent Désiré Kabila. Nous tous, nous étions là. Et certains témoins sont vivants. On peut au moins connaître la vérité qui avait tué Laurent Désiré Kabila. Personnellement, vous êtes pour la réouverture de ce procès? Mais moi, je suis pour. On doit connaître la vérité. On ne peut pas tuer un chef de l'État comme ça. Nous sommes dans une république. On doit savoir qui a fait quoi et pourquoi. Et non arrêter les gens pour pendant 20 ans. Edi Kapende est sorti de prison, ce sont des détails, mais nous autres journalistes, nous regardons beaucoup aussi les à côté, comme on dit. Il est sorti en tenue militaire. Alors les gens se posent la question, est-ce qu'il n'a pas été radié de l'armée, n'a pas été rétrogradé après son procès? Est-ce qu'il a repris son grade de colonel ou a-t-il réintégré d'office l'armée congolaise? Je ne saurais pas répondre à cette question. Nous tous, nous avons constaté qu'il est sorti en tenue. Peut-être on va poser la question au service de la communication du ministère de la Justice et nous serons informés. Une autre question aussi, ça vraiment je le pose au secrétaire général adjoint de l'UDPS. Est-ce que cette sortie de Edi Kapende, est-ce que ce n'est pas une arme dans les mains de Fachi? Parce que beaucoup à l'époque disaient que Edi Kapende était le prisonnier politique personnel, je souligne bien le mot personnel de Joseph Kabila, parce qu'il avait tué son père. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a plus lune de miel entre les deux. Est-ce que ce n'est pas une façon pour Fachi de titiller JKK pour dire donc je fais sortir Edi Kapende? Est-ce que ce n'est pas dans cette logique de guerre politique? Je ne pense pas. Moi je crois que c'est un Congolais qui avait droit à la liberté, lui et les autres, et quelles que soient les conditions. Si nous étions de la famille de ces victimes-là, on devait applaudir. Tout simplement. Oui, donc le président n'a pas d'arrière-pensée. Merci de nous éclaircir. Maintenant, nous allons à l'est de la République, en Ituri précisément. Les ADF. Depuis l'accession du président Fachi à la présidence,
si je dois compter les morts, c'est plus de 200. Parce que chaque jour, chaque semaine, il y a autant de morts. Et moi, je me rappelle, lors de la campagne, le président avait dit qu'il ira à Béni, il ira mettre le QG là-bas, il va tout faire. Il avait dit même s'il doit mourir pour Béni, il mourra pour l'Est de la République. Est-ce que le président n'a-t-il pas respecté ces paroles de campagne ou la réelle politique l'a attrapé? A commis mon condition quoi, Monique, que Kabila pas Akinene a raison, hein, parce que à l'époque, peut-être mes questions sont longues, mais je vous éclaircis. À l'époque, tout était Kabila. Moi, je suivais, je couvrais des fois les propos des gens de l'UDPS. Faute union, c'est ça qui a Kabila. Tout le mal, tout ce qui s'est passé ici, c'était Kabila. Kabila, Kabila, Kabila. Le poisson pourri par la tête. Aujourd'hui, le chef, c'est Fachi. 2 ans après, il est toujours chef de l'État, paie, dit les Koufi. Donc la responsabilité aujourd'hui, c'est à lui 100%. Est-il responsable? Pourquoi n'a-t-il pas respecté ses paroles de promesse, de campagne? Et que doit-on faire, Bao et Bam, pour mettre fin à ce qui s'est passé à l'Est de la République? À l'époque, on disait Kabila tout simplement parce que tout ce qui avait été proposé comme réflexion par les citoyens congolais habitant l'Est n'était pas respecté et il y avait un refus à Kinshasa. Ok. Par exemple, on exigeait la permutation de certains officiers, ce n'était pas fait. Ce qui est fait aujourd'hui. Hein? C'est fait. Ok. On exigeait la révocation de certains officiers de l'armée, ce n'était pas fait. Ce qui est fait aujourd'hui. C'est ce qui est fait aujourd'hui. Ok. On exigeait le renforcement des capacités de l'armée, ce n'était pas fait. Ce qui est fait aujourd'hui. C'est ce qui est fait aujourd'hui. Avec la création de l'école de guerre. Bien sûr. On en parlera tout à l'heure. Bien sûr. Okay. Maintenant, la situation actuelle avec Fachi. Non, Fachi est en train de respecter ses promesses de campagne. Mais seulement, il n'avait pas donné un délai, madame. Il n'avait pas dit en telle date, je serai là. Il avait dit, nous allons installer notre quartier général. Il n'avait pas dit dès que je serai président. Non, peut-être. Non. Il n'y avait pas de délai. Il n'avait pas de délai. Vous pouvez relire même ses derniers discours. Il revient sur cet engagement, mais il n'y avait pas de délai. Okay. Mais cela ne l'empêche pas de suivre les événements de près. Monsieur le président est en train de suivre. Il vous a dit, par rapport à la crise de l'Est, il nous faut une solution diplomatique. C'est ce qui justifie les rapports de bon voisinage avec le Rwanda, l'Ouganda et les autres. Il faut une solution sociale, c'est-à-dire il faut donner de l'emploi à certains miliciens qui ont déposé les armes. Il faut une solution même communautaire. Il y a des communautés qui s'affrontent, qui ont créé des milices communautaires. Il faut aussi une solution militaire. Nous devons renforcer l'effectif de l'armée, mettre le moyen à la disposition de l'armée. Vous voyez, il faut une solution aussi sur le plan financier. C'est ça le problème que nous avons. Hein, nécessairement. Oui, nous n'avons pas beaucoup de moyens au regard de la situation qui règne dans le monde, ainsi que la particularité de notre pays où nous avons connu presque 50 ans de gâchis. Le Congo n'a pas assez de moyens pour l'instant. Donc c'est un problème très sérieux et nous compatissons à ce qui se passe à l'Est. Nous avons tenu les chefs de l'État, tiens personnellement, c'est la raison pour laquelle vous apprenez que les officiers qui sont en train de commettre des infractions en termes de détournement des biens des militaires sont condamnés et sanctionnés régulièrement parce que le président veut que l'Est du pays puisse retrouver la paix. Donc c'est une volonté ferme du chef de l'État et il va le faire, il continue à le faire. Nous demandons seulement à l'élite intellectuelle de soutenir les chefs de l'État parce que la crise elle est complexe. D'ailleurs, vous l'avez vu une fois, il vous avait dit que à suivre ce qui se passe à l'Est, lorsqu'il était opposant, il avait un autre regard. Maintenant qu'il est dirigeant, exactement, la réelle politique. Il maintenant, trouve aussi d'autres réalités où des Congolais aussi sont impliqués. Il y a par exemple, pas plus tard qu'avant-hier, un député a dénoncé certains de nos militaires qui provoquent aussi... Le député Irachan. Oui, qui provoquent aussi des assassinats là-bas pour bénéficier de l'argent et s'enrichir. Donc il y a vraiment plusieurs aspects qu'on doit suivre dans ces dossiers. Et vous pensez personnellement qu'avec l'Union Sacrée aujourd'hui, ce sera vraiment... Si tout le monde se mobilise dans l'Union Sacrée, on peut arriver... tant bien que mal à mettre fin à cette situation à l'Est de la République. Je crois parce qu'il n'y a que l'unité et la solidarité qui vont nous permettre de résoudre ce problème. La prise de conscience. C'est la raison pour laquelle il a rappelé aux députés lors de leur dernier entretien, il leur a dit, nous avons l'habitude de parler
impérialistes, nous avons l'habitude de parler occidentaux, machin, mais des fois nous oublions que c'est nous qui ouvrons la porte à la déstabilisation de la République. Ça aussi c'est un problème réel que nous sommes en train de vivre. C'est la raison pour laquelle nous exhortons les Congolais pris de paix et de justice de soutenir les chefs de l'État afin que nous puissions résoudre d'adhérer massivement à l'Union sacrée. Voilà, nous allons parler maintenant du rapport mapping, vraiment ce rapport défendu bec et ongle par Denis Mukwege. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il est le seul à porter vraiment ce rapport comme un porte-étendard. Et les premières retombées, évidemment, c'est l'arrestation de Roger Lumbala, donc ça a été vraiment comme un déclic pour beaucoup. Et nous allons en parler aussi tout à l'heure avec Guy Baouibamou, parce que ce rapport-là, je me rappelle comment les gens de l'UDPS, alors c'est pilaté d'ailleurs, Denis Mukwege abandonne le rapport mapping, alors Simba Fachi quoi. Donc c'est pilaté. Mais aujourd'hui, les retombées sont là. Je vais essayer de poser la question. Gazana mis sous clair, non, tout na SG Baouibamou. Quelle est la position officielle aujourd'hui de l'UDPS après l'arrestation de Roger Lumbala? Nous saluons l'engagement du parquet national antiterroriste de Paris pour avoir initié cette première mise en examen prononcée dans le cadre d'une procédure judiciaire ouverte sur base du rapport mapping de l'ONU concernant les violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises en République démocratique du Congo entre 1993 et 2003. L'arrestation et la mise en examen de Roger Lumbala à Paris est un pas important pour la justice internationale et la lutte contre l'impunité dont le nombreux auteurs présumés congolais et étrangers continuent de bénéficier, a déclaré le prix Nobel de la paix Denis Mukwege. Pour celui que l'on appelle réparateur de femmes, l'impunité constitue l'une des causes principales de la perpétuation de massacres en RDC, dont le plus récent a eu lieu le 1er janvier dernier à Beni, où 16 personnes ont été sauvagement tuées. Denis Mukwege pense que d'autres États européens diligenteront aussi de procédures sur base de compétences universelles pour de faits documentés dans les rapports mapping et soutiendront en parallèle l'État congolais à initier un processus de justice transitionnelle pour garantir aux victimes leur droit à la justice, à la vérité, à des préparations et des garanties de non-répétition. Il souligne cependant que sans justice, le Congo n'aura pas la paix. Rappelons que le président national du Rassemblement congolais pour la démocratie nationale, Roger Lumbala, a été arrêté à Paris le 29 décembre 2020 par l'Office central de lutte contre le crime contre l'humanité, OCLCH en sigle. Il a été mis en examen le samedi 2 janvier pour participation à un groupement formé en vue de la préparation de crimes de guerre et complicité des crimes de guerre. L'ancien chef de guerre était traqué depuis plusieurs années par l'Office central de lutte contre le crime contre l'humanité. Il a aussi été soupçonné par les Nations Unies de massacres civils, de viols, de tortures, de cannibalisme et pillage. D'après le politologue Jean-Bédel Iyoka, le lobbying mené de façon exponentielle sur le rapport mapping de l'ONU par le gynécologue Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, est à saluer car c'est ce plaidoyer qui a conduit à ce début d'arrestation. Il a fallu que M. Mukwege, qui en a fait son cheval de bataille, prix Nobel de la paix, citoyen congolais, se batte, mette la pression, actionne tous les lobbies pour que finalement ce que l'État congolais n'avait pas pu faire, aujourd'hui un citoyen le fasse. C'est une très grande satisfaction et ceci, la dimension pédagogique ainsi que la dimension de dissuasion, cela, l'autorité symbolique d'un fils du pays conforte ma satisfaction. On sait que la nation congolaise est en train d'avancer. Jean-Bédel Iyoka ne s'arrête pas là. Il demande aux Congolais de ne pas baisser la garde et d'exiger que justice soit faite de sorte que tous les commanditaires des crimes reprochés à Roger Lumbala soient également poursuivis. L'appel à la mobilisation des citoyens et à la responsabilité de l'État congolais va consister justement à pousser la justice internationale et l'ensemble des États qui disposent en leur sein de ces mécanismes de ne pas être partial
partiel et complaisant. Ils ont commencé par les citoyens congolais. Il faut bien évidemment que cela soit appliqué, et d'ailleurs davantage à ceux qui sont venus, on va dire, perpétrer des crimes horribles comme ceux-là sur le territoire congolais. Soupçonné de massacres des civils, des viols et traqué par les Nations Unies depuis plusieurs années, Roger Lumbala était arrêté le 29 décembre 2020 à Paris par l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité. Guy Baoué, Eba. Question directe. Pourquoi le silence du gouvernement Fachi face à ce dossier de mapping? On avait l'impression que le gouvernement n'en parlait même pas. Ce n'est que le docteur Mukwege qui portait qui criait partout, qui faisait un lobbying fort pour que le rapport mapping puisse être écouté dans les instances décisionnelles de par le monde. Mais chez nous, le gouvernement congolais, dirigé par le président Antoine Félix Tshisekedi, il y avait un silence assourdissant par rapport à ce rapport mapping. Non, d'abord un rappel historique, parce que vous avez commencé par dire que l'UDPS était opposé. Lorsque le rapport a été publié vers 2010. Le rapport, c'est en 2009-2010, si je ne me trompe pas. Bien avant. Bien avant. Bien avant. Okay. L'UDPS était l'unique parti à parler de ces rapports. Okay. Vous pouvez vérifier dans vos archives, même dans votre chaîne ici, Congo Web, nos différents cadres sont passés pour s'exprimer. Personne ne nous avait écoutés. Rappelez-vous lors de la mise en place des institutions 1+4, lorsque nous avons parlé de la prime à la guerre, la prime aux belligérants qui avaient tué leurs frères et sœurs, qui nous avait écoutés? Non, on ne peut pas mener ce procès-là à l'UDPS. L'UDPS n'a rien à peur. L'UDPS n'a pas peur. Lisez les rapports mapping, il n'y a aucun nom d'un militant de l'UDPS, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Okay. Alors on aura peur pourquoi? L'UDPS n'a pas peur. Aujourd'hui vous êtes au pouvoir. Mais aujourd'hui, comme je le dis et je l'affirme, il y avait un silence assourdissant de l'administration Fachi par rapport à ça. Le gouvernement va s'exprimer par rapport à ça. Nous ne voulons pas faire du mélu-mélo, l'UDPS privé, les institutions vont s'exprimer par rapport à cela. Il est vrai qu'on aurait souhaité nous-mêmes juger nos frères et sœurs, comme ça s'est fait dans des pays organisés, mais là nous assistons à une arrestation faite dans un pays étranger, nous constatons et nous prenons acte. Et nous, l'UDPS, nous nous sommes battus pour la justice. On ne peut pas dire non par rapport au fait qu'on lui a reproché. C'est des milliers de citoyens qui sont morts à l'est du pays, mais ce n'est pas l'unique personnalité qui est concernée dans ces rapports. Roger Lumbala avait-il adhéré à l'Union Sacrée? Il avait de prétention d'adhérer, d'après certaines images que j'avais suivies. D'adhérer à l'Union Sacrée. Voilà, donc on vous reproche, je sais que l'Union Sacrée, c'est l'Iboke et le Wakanda qui doit recevoir tout le monde. Mais vous n'avez pas peur de recevoir comme l'arche de Noé tout le monde, et les scorpions, et les tarentules, et tout le monde qui viendra vous mordre, et tout faire pour déstabiliser l'Union Sacrée. Vous êtes sûr de tout ce que vous approchez? Vous l'avez dit, l'arche de Noé. C'est qu'après l'arche de Noé, il y a une vie. Si c'est une recommandation divine, c'est une bonne chose. De rassembler les Congolais. Et vous l'avez dit d'ailleurs, en parlant d'autres compatriotes, nous sommes obligés de se mettre d'accord. Nous avons un seul pays. Le chef de l'État a lancé un appel à la paix, un appel aux valeurs. Il a dit à tout le monde, l'Union Sacrée va fonctionner selon ma vision, dans le respect des valeurs de l'intérêt général. L'appel a été fait à tout le monde. Les gens ont adhéré. Nous espérons que tous les Congolais qui ont adhéré vont suivre la vision du chef de l'État. C'est que moi je ne comprends pas. Maître Guy Bao, vous êtes juriste aussi? Je suis juriste. Le rapport est là. Vous avez dit, il n'y a aucun membre de l'UDPS qui est là. Les noms sont cités. Pourquoi notre justice ne prend pas ce rapport et essaye d'interpeller ceux qui sont cités? Bon, je ne comprends pas aussi le silence de notre justice. Il faut que les gens soient arrêtés en France, aux États-Unis, ailleurs. Et nous-mêmes, nous avons ce rapport, nous avons les noms, ils sont là. Les gens sont cités, on les connaît. Mais ces gens-là sont même dans l'Union Sacrée. Ce qui est bizarre. Oui. Ces gens-là sont dans l'Union Sacrée. Peut-être la semaine prochaine, je vais essayer d'avoir les noms là.
Et je vais balancer ça ici. Et ces gens-là qui sont dans l'union sacrée. Bon, yebi que ça là qui rapporte ma ping babo, ma qui ba yiba qui est tout ça. Mais vous le sacrez quand même à bras ouverts. Ça devient aussi troublant. Non, même si l'union sacrée en ça paradis, c'est pas le paradis tout de même qui va accueillir tout le monde. Madame, ils paradis. Je vous en prie. C'est pas le paradis. Ndakozo zika, motezo pela. On a fait appel aux gens bairo bomamoto. Les gens qui amènent les seaux d'eau, toro tout nate yo quel est ton état d'âme? Tout éteindre nous fait pour retrouver l'unité du Congo. Le chef de l'État vous a dit dans son discours de 6 minutes que c'est qui, parmi les raisons qui l'ont poussé à venir vers le peuple, il y avait des divergences sur la paix, sur les questions de sécurité. C'était fondamental. Le chef n'avait pas le choix. C'est tout ce qu'il a comme classe politique, c'est tout ce qu'il a comme frères et sœurs. Il doit faire quoi, le pauvre Félix? C'est ça la classe politique congolaise. Mais on ne peut pas réinventer une autre classe. C'est que vous avez élu, madame. Mais on ne peut pas changer le renouvellement de cette classe politique. Ça peut arriver. Ça s'est fait à travers des élections. Prenons conscience, les élections arrivent dans 3 ans, les législatives. Nous pensons que le peuple va voter utile. C'est ça aussi le rôle des médias, le rôle que nous devons jouer tous. C'est ça la classe politique que nous avons. Donc le président ne fait qu'avec ce qu'il a, quoi. En fait. Avec les mêmes personnes là. Et la difficulté du président Félix, c'est le contexte de son élection. Un pays détruit, ça fait plus de 50 ans, des guerres à répétition, des rébellions, un pays où l'état de droit n'a jamais été une réalité. Il accède au pouvoir par les élections. Il n'a pas fait un coup d'État, il n'a pas fait un soulèvement, il n'a pas fait une révolution. Il accède, il doit faire avec ce qu'il a sur le terrain par rapport aux résultats des élections de 2019. Voilà la triste réalité. Alors à partir de là, il est en train d'avancer petit à petit, en train de conscientiser la classe politique pour que les gens puissent se convertir à la vision du peuple d'abord. Voilà ce qu'il est en train de faire. N'importe qui serait à la place de Félix Tshisekedi. On se demandait s'ils auront même la force de faire le pas que nous avons fait. Beaucoup disent, c'est vrai, quand on dit non, le poisson pourrit toujours par la tête, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Aujourd'hui, c'est votre argument. Aujourd'hui, vous croyez que Félix Tshisekedi, aujourd'hui, je n'ai pas dit mater, mais peut contrôler, entre guillemets, tous ces politiques-là qui ont commencé la politique depuis 1960, qui ont des idées tordues là. Vous pensez que Fachi a la force de contrôler les coups bas, de contrôler les arrière-pensées de ces gens? Madame, la force d'un État, c'est les institutions. Comme le président Obama l'avait dit, l'Afrique n'a pas besoin des hommes forts, a besoin des institutions fortes. Voilà ce qui s'est passé aux États-Unis. On a frôlé la catastrophe avec ce que le président Trump a fait. Mais la force, c'est quoi? C'est les institutions. Plus de 40 demandes d'annulation de vote ont été rejetées par les cours des tribunaux. Les institutions, ça n'a rien à voir avec les individus. Les institutions fortes, c'est le travail que Fachi est en train de faire. Avec l'instauration de l'état de droit, si nous rendons institutions fortes, une justice indépendante et libre, avec de meilleures conditions pour nos magistrats, madame, personne ne va bouger. Et nous sommes en train d'y aller petit à petit. Voilà, nous allons parler maintenant de l'affaire 12 millions. 12 millions par rapport à la session extraordinaire. Bon, de toutes les façons, les 12 millions ont déjà été décaissés, mais on va en parler quand même. Parce que moi, j'ai quand même essayé de poser la question à certains députés. 12 millions, c'est bimi. Donc, on va en parler quand même, malgré le décaissement de ces 12 millions. Et d'abord, qui a fait sortir cela sur les réseaux sociaux? Les uns disent que c'est le ministre toujours, moi je dis en guillemets, le pauvre ministre Sélé Yalagouli, on dit que c'est lui qui a balancé ça sur les réseaux sociaux pour toujours saquer l'action du président de la République, parce que depuis que moi je suis là, j'ai jamais vu ces histoires sur les réseaux sociaux, des factures et tout ça par rapport aux sessions extraordinaires. C'est la première fois que je vois ça sur les réseaux sociaux. On se demande pourquoi. Et évidemment, la réaction d'un député, le député Ados Ndombasi, par rapport toujours à cette affaire de 12 millions. Selon cet article publié par Actu30.cd, il circule dans les médias depuis ce jeudi matin un document authentique signé par le bureau d'âge du Parlement, sollicitant ainsi auprès du ministre des Finances un budget pour la session extraordinaire. Ce document renseigne un montant global de 12 millions de dollars américains pour l'organisation de cette session. Pour certains, le président du bureau d'âge a extrapolé dans les chiffres. Faux, rétorque un proche du bureau d'âge.
Répondant à la question de nos confrères d'un média en ligne, ce membre du bureau Mbosso fait savoir que le bureau d'âge d'Assemblée nationale n'a rien inventé. Selon lui, ce chiffre est toujours décaissé à chaque session extraordinaire. Il renseigne en outre qu'avant de signer ce document, le bureau d'âge s'était d'abord référé auprès des services administratifs de l'Assemblée nationale. À lui d'ajouter qu'il faut le juger dans l'action. Autre temps, autre mœurs, une fois reçu, ce fonds servira bel et bien aux députés et au fonctionnement de la Chambre basse du Parlement, a fait savoir cette source du bureau d'âge. Dans ce document, dont une copie est parvenue à la presse, le président du bureau d'âge sollicite le bénéfice de l'urgence à sa demande. Il a en outre précisé la clé des répartitions globales de cette enveloppe. Rappelons par ailleurs que la session extraordinaire a été ouverte depuis le 5 janvier 2021. Elle doit se clôturer par la mise en place d'un bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. La libération de Edi Kapende et ses compagnons est bien accueillie par Ados Dombassi. Ce député national appelle à la réouverture du procès sur l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Edi Kapende est libre, je suis content pour lui, je suis content aussi pour sa famille. Il est anormal qu'une personne qui n'a rien fait puisse passer plus de 20 ans en prison. Ce que nous voulons, c'est que la justice soit réellement neutre et qu'elle bénéficie à tous les Congolais. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est la réouverture, bien sûr, de ce procès. Et il est important aujourd'hui d'exhumer tout ce qui s'est passé pour que le Congolais sache réellement qui avait tué, bien sûr, son président. À cette occasion, ce membre de la Mouka est revenu sur les 12 millions de dollars américains exigés par le bureau d'âge pour la session extraordinaire. Malgré les précisions données par le rapporteur du dit bureau, Ados Ndobassi, signe et persiste que ce montant est exorbitant. Je suis contre cette demande de 12 millions de dollars. Parce que même nous-mêmes, au niveau du Parlement, je ne sais même pas combien je suis payé en tant que parlementaire. L'argent des parlementaires, aujourd'hui, vous allez apprendre que les parlementaires ont des mois d'arriérés. Mais vous apprenez que tel bureau a sorti 19 millions de dollars. Tel bureau demande 12 millions de dollars. Voilà comment, bien sûr, la République démocratique fonctionne. Sur base de corruption, sur base, bien sûr, de mensonges, sur base de vol. On ne peut pas continuer comme ça. Nous sommes 500 députés. Quand vous essayez de calculer, vous allez voir que le montant est exorbitant. Il invite en outre la population congolaise à descendre dans la rue pour dénoncer les vols et la corruption à tous les niveaux en République démocratique du Congo. Ce que je n'aime pas, c'est l'hypocrisie qu'affichent certains Congolais. Est-ce que vous ne savez pas? À la présidence, on vole, qu'à la primature, qu'au Sénat, qu'à l'Assemblée nationale, on vole. Ça se passe tous les jours. Dans ce pays, on vole à tous les niveaux. Il y a de la corruption, il y a du vol en République démocratique du Congo. Je demande au peuple congolais plus de vigilance. Mais je souhaiterais que le peuple congolais sorte dans la rue. Arrêtez de faire vos apparitions médiatiques sur les réseaux sociaux. Revendiquez vos droits. Ici est de noter que l'Inspection générale des finances a annoncé dernièrement l'opération patrouille financière durant l'an 2021, ce pour lutter contre la corruption en République démocratique du Congo. Maître Guy Baweba, 12 millions de dollars décaissés pour la session extraordinaire. Vous avez suivi, le chairman de cette assemblée a dit il n'a rien inventé, ça a toujours été comme ça. Oui, c'est l'occasion de revenir sur ces débats des frais de session extraordinaire. On a eu ces débats il y a une année, on a cherché les documents. Les gens ont refusé de sortir les documents. Et curieusement, aujourd'hui, pendant que nous voulons procéder à la mise en place du nouveau bureau, les documents sont en train de sortir. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Comment on est arrivé à ces montants-là? Le bureau l'a dit, c'est le montant qui a toujours été décaissé. Je crois qu'on doit suivre à la lettre ces débats-là, surtout que les députés s'appellent les représentants du peuple, ils sont là en nos noms. Et nous, les électeurs, nous nous interrogeons, nous nous posons des questions. Il leur appartient de nous éclairer. Et je soutiens ce que j'ai suivi à la fin du reportage. Ce que l'IGF a dit pour cette année, la patrouille financière, nous sommes d'accord pour combattre la corruption. Mais quand vous voyez, Dombassi l'a dit, dépassement budgétaire. Bon, lui, il a peut-être utilisé le mot vol, mais moi j'ai dit dépassement budgétaire à la présidence de la République, dépassement budgétaire dans toutes les institutions, au gouvernement et partout, il y a des dépassements. Et pourtant, on doit restreindre les dépenses. Oui, justement, on a connu beaucoup de problèmes avec le fonctionnement du ministre des Finances aussi, il faut le dire, un fonctionnement compliqué. Pendant que vous parlez de dépassement,
Mais voilà, la présidence de la République, par exemple, les frais de fonctionnement ne sortent plus pour les différentes structures de la présidence. Vous en êtes sûr? Il n'y a rien? Je l'affirme pour plusieurs services mais les de la documents présidence que de la nous avons qui République. disent que autant, Je dis les frais de fonctionnement. n'arrivent pas à la présidence de la République? Non. En tout cas, plusieurs structures, ça fait 4 ou 5 mois. Moi, la structure à laquelle j'évolue, je peux même dire c'est plus, à la présidence de la République. Si vous prenez même au niveau du gouvernement, il y a certains ministères qui n'ont pas reçu des frais de fonctionnement. Mais je l'ai dit. On n'interpelle pas Sélé Yalagouli à l'Assemblée nationale. Mais les députés sont là, ils ont parlé du contrôle parlementaire, on attend, on va suivre. C'est ça les rôles, effectivement. Mais nous avons suivi l'ancien gouverneur Denis Kambaye. Il a fait une révélation aussi grave. Il dit non, tous les gouverneurs sortants n'ont jamais reçu leur émolument de fin de mandat. Parce qu'on leur a dit, parce que Chadari n'était pas élu, c'est la responsabilité des gouverneurs PPRD de l'époque, personne ne sera payé. Vous voyez, il y a tant de dossiers qu'on doit éclaircir. Moi, je suis pour ces débats sur la place publique. Mais pourquoi Jean-Marc Kabounda a été débarqué alors? Pourquoi? Mais c'est la question que nous nous posons, parce qu'il y a eu ces débats-là. On pouvait faire ces débats-là bien avec des pièces qu'on est en train de sortir, mais on a éludé les débats. Nous nous posons aussi des questions. Le bureau définitif, nous extrapolons aussi. Le bureau définitif, je crois que c'est la dernière carte à abattre. C'est vrai que l'Union sacrée, là, on voit les adhésions massives de gauche à droite. Mais nous aussi, nous fouillons, nous posons une question à certains députés. Nous avons ouï dire que match est sinanté. Donc, bureau définitif, une des dernières cartes va jouer. Vous êtes sûr que lors de l'élection du bureau définitif, l'Union sacrée aura la majorité? Ouais, il y aura quelqu'un de l'Union sacrée qui sera président de l'Assemblée nationale? Je suis sûr, je compte sur les députés. Ils sont à combien aujourd'hui qui ont adhéré à l'Union sacrée? En tout cas, plus de 300. Si on peut faire les comptes de ceux qui sont présentés à l'invitation du chef de l'État. Mais les autres disent que c'était 170. C'était 170. Ouais. Et comment les bureaux étaient tombés? Mais là, le problème aussi, nous discutons entre nous. Eux, ils disent qu'ils ont sanctionné la personne de Janine Mabounda. C'est pas le FCC. Ils ont sanctionné la personne. C'est tous les bureaux qui étaient tombés. À l'exception des... Je crois les questions qui étaient malades. C'est tous les bureaux qui ont été sanctionnés. Ce n'est pas l'individu Mabounda seulement. C'est tout le bureau. C'est toute une politique qui a été sanctionnée. Toute une vision qui a été sanctionnée. Représentée par Mabounda. Vous n'êtes pas sûr que le FCC voudrait récupérer cette chambre lors des prochaines élections qui s'y tiendront? Quelles sont les stratégies que vous prenez pour que... On connaît la versalité de nos hommes politiques. C'est de la bonne guerre. La transhumance de nos hommes politiques qui quittent d'un parti à un autre sans état d'âme. Vous êtes sûr que là, Bauzana Bino? Bauzala. Parce que l'intérêt du peuple, c'est la loi suprême. Le peuple est en train de suivre. Cette fois-ci, tricherie est si lit. En 2023, parce que nous, à l'IDPS, nous allons publier les noms. Avec, dès je livre un secret, les apports d'un chacun avant les élections. Ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. L'erreur que c'est vrai qu'on dirait que la CENI était dirigée par le FCC, mais vous êtes sûr de la CENI d'aujourd'hui, sûr que aux élections de 2023, que le peuple aura vraiment les élections tant méritées? Bien sûr, avec l'implication de tout le monde, la société civile, si la société civile s'implique, les choses vont bien se passer. Parce que si, il faut voir la volonté d'abord du président Félix. Il n'a pas la volonté d'aller tricher pour essayer d'avancer. Nous avons besoin de la transparence, nous aussi. C'est la raison pour laquelle il a refusé d'entériner Ronsard comme président. C'est à son actif, il faut l'applaudir. Il pouvait accompagner avec les FCC. Serait passé. Donc il y a la volonté du chef de l'État qui est toujours à l'écoute de la population, qui est une qualité que nous devons mettre à profit pour faire avancer les choses. J'ai une bouche autorisée de l'UDPS. Dites clairement à cette population, le divorce est réellement consommé entre le FCC et le CACH? Mais il n'y a pas de doute. C'est une réalité. Okay. Nous, à l'UDPS, nous avons l'avantage de dire des choses par conviction. Par conviction. Ça, c'est le propre des combattants de l'UDPS. Okay. Le divorce on est convaincu, le divorce est consommé. Et avec l'UNC, quels sont vos rapports? UDPS, non, il n'y a pas de problème avec l'UNC. On est ensemble. Jusque-là, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème.
ils se sentent, ils vous accompagnent dans tout ce que vous faites? On est ensemble. Avec l'UNC, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un de l'UNC m'a dit, mais posez un peu la question, c'est aussi un membre de l'UNC. Babimisi Batumoussous na prison. Batumoussous Babeti Ata, un ante, Babimi. Mais VK, est-ce que VK n'est-il pas le prisonnier aussi personnel de Félix-Antoine Tshisekedi? Faux, ça n'a rien à voir. On ne comprend pas pourquoi lui ne bénéficie pas de la grâce Yamastana. Non, il a bénéficié de procès dans il faut presser qu'il est dans second degré et en cours. Ce qui est en second degré, on est comme un sous. Donc le processus est encore en cours. Donc mes chers amis, la vérité est là, donc le procès n'est pas encore clos. Jusqu'à la fin, le processus est encore là, donc il ne peut vraiment pas bénéficier de la grâce présidentielle. Parce qu'on peut donner un exemple. Voilà. Par exemple, la chose au second degré, on la quitte. Vous allez signer quelle mesure de grâce? Je dis un exemple. Voilà. Donc il faut attendre le procès jusqu'à la fin. Merci Maître Guibao. Donc nous allons parler un peu de l'inauguration de l'école de guerre de Kinshasa. Cette école qui va former, qui va, comme on l'avait dit tout à l'heure, renforcer les capacités des militaires. C'est ça. Je crois que c'est parmi les objectifs de cette école de guerre. Et nous allons revenir à l'arrestation de Roger Lumbala une fois de plus, parce que c'est une première quand même par rapport au rapport mapping. Et moi, je vous promets, même sur ma page La Lune Info, je vais citer tous les noms qui se trouvent dans le rapport mapping. Et je vais voir si ces noms-là se retrouvent à l'Union sacrée. Donc, indexer Bango. Détail, s'il vous plaît. Inauguré devant les officiers généraux et supérieurs des FARDC ainsi que de la police nationale congolaise, l'école des guerres de Kinshasa est ouverte ce mardi par le président de la République. Le commandant suprême de la nation a à cette même occasion lancé l'année académique 2021 pour sa première promotion. L'école des guerres de Kinshasa a pour but de former des officiers supérieurs de l'armée et de la police appelés à travailler à des autres fonctions dans les états-majors de l'armée et partout où sont traitées des questions stratégiques, sécuritaires et de défense. Prenant la parole, le chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Célestin Bala, a précisé que les enseignements de l'EGK sont orientés vers la guerre avec des enseignements dans les domaines opérationnels du management et de la géostratégie. À lui d'ajouter aussi qu'à l'issue de cette formation, les apprenants seront capables de gérer des crises où sont impliqués les FARDC. Ils seront également en mesure d'appréhender avec efficience les réformes dans les domaines de sécurité. Le chef d'état-major général des FARDC a par ailleurs salué la matérialisation de la vision du président de la République, celle d'avoir une armée professionnelle capable de défendre l'intégrité territoriale du pays. Cette cérémonie a également connu la participation de plusieurs autres personnalités internationales, parmi eux le directeur général des corps d'armée française Thierry Marchand, dépêché à Kinshasa pour accompagner ce projet. À noter également que ce projet est le fruit de la coopération militaire entre la RDC et la France. L'EGK a vu le jour grâce à l'impulsion donnée par le président congolais et son homologue français lors de leur rencontre à l'Élysée en novembre dernier. Signalons par ailleurs que l'école de guerre de Kinshasa est la deuxième du genre en Afrique centrale après celle du Cameroun. Elle va fonctionner suivant les standards internationaux. À la fin de cette formation, les diplômés seront homologués par l'école des guerres de Paris. Le rapport mapping des Nations Unies a commencé à produire ses effets. La première victime s'appelle Roger Lumbala, président du parti RCDN. Ce dernier a été arrêté et mis sous examen le 4 janvier 2021 à Paris par l'Office central de lutte contre le crime de guerre et les crimes contre l'humanité. D'après cette juridiction, Roger Lumbala est poursuivi pour avoir participé à un groupement formé en vue de la préparation et complicité des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. De leur côté, les militants et cadres de RCDN clament l'innocence de leur leader. C'est ainsi qu'ils appellent le gouvernement congolais à suivre de près ces dossiers. Signalons que le président de RCDN est soupçonné par les Nations Unies de massacres des civils, mais aussi des viols, des tortures, des cannibalismes et des pillages. Selon le rapport mapping, plusieurs personnalités congolaises ont été impliquées dans les crimes de guerre et crimes contre l'humanité,
entre 1993 et 2003. Maître Guy Bamou, l'école de guerre de Kinshasa, enfin là. Mais moi, j'aime aller des fois à contre-courant. J'aime réfléchir autrement. Est-ce que cette école de guerre n'est-elle pas un éléphant blanc? Je vous pose une question pour que vous éclairez cette opinion. Est-ce qu'on a besoin maintenant de cette école de guerre? Madame, avec tout ce que vous venez de décrire sur l'Est, mais il y a une nécessité. Il y a nécessité. Là, il faut applaudir les chefs de l'État. Il y a un adage qui dit qui veut la paix prépare la guerre. Prépare la guerre. Notre armée a des sérieux problèmes de fonctionnement. Très sérieux. Et avec ce que nous connaissons un peu partout sur l'insécurité, l'école de guerre, c'est une nécessité. Au lieu d'aller envoyer nos jeunes pour la formation à l'extérieur du pays, on a au moins une école sur place. Ça va nous coûter moins sur le plan financier moins cher à l'État. Ça, c'est une vision qu'il faut encourager à l'actif du président Fachi. C'est vrai qu'en Afrique, celui qui a l'armée a le pouvoir, comme on dit. C'est une réalité africaine, peut-être pas en Occident. Est-ce que le président, notre armée est-elle réellement républicaine? Est-ce que l'armée est derrière le président? Parce qu'à un moment, on sentait comme un malaise au sein de l'armée, puisque il n'y a pas de fumée sans feu. On sentait comme un malaise au sein de l'armée. Il y avait trop de sorties médiatiques de l'armée pour dire restons derrière le chef, nous faisons ça derrière le chef et tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, pas contrôler, mais est-ce que le chef a la confiance de l'armée aujourd'hui? La confiance de l'armée est là. Et jusque-là, l'armée est en train d'accompagner les chefs de l'État, nonobstant quelques erreurs, dérapages qu'on peut reprocher. Malaise possible. Mais cette armée vient d'où? Elle était gérée comment? Pendant plusieurs décennies. C'était une armée au service d'un individu. C'est ce que vous avez dit en Afrique, celui qui contrôle l'armée a le pouvoir. Mais aujourd'hui, avec Félix, l'armée n'est pas au service d'un individu. L'armée, c'est au service de la population, au service de l'État. Et cette mutation-là, ce n'est pas facile à faire. Il faut que les gens comprennent. Il ne faut pas donner l'impression, Félix Tshisekedi est venu trouver un pays qui fonctionne bien. Non, on a trouvé presque un État inexistant dans tous les secteurs de la vie nationale. Je dis dans tous les secteurs de la vie nationale. Et le président Félix devait maintenant améliorer chaque secteur. Et ça ne se fait pas en 2 ans. C'est comme ça que je vous ai dit qu'il y a des avancées extraordinaires que le président Félix a réalisé. Mais que les services de communication du chef de l'État n'exploitent absolument pas. Si je pose la question aujourd'hui, quelles sont les avancées peut-être dans tel secteur du président de la République, je vous assure que les 2/4 de la population ne sauront pas me répondre. Et ils vont répondre. Ne saura pas me répondre. Ils vont répondre parce que la population est en train de constater. La population, elle est bénéficiaire. Vous avez parlé des sauts de moutons. Vous n'avez pas besoin d'être dans ces services-là du président de la République pour constater qu'il y a des progrès qui sont réalisés. Il y a des progrès qui sont réalisés. Exactement. Le changement, c'est vrai que ça coûte énormément. Et par rapport au rapport Mapping, nous y arrivons, c'est l'impunité qui battait son plein à l'époque. On n'arrêtait personne et tout ça. Et aujourd'hui, il y avait aussi, à un moment, certains qui disaient non, que le chef utilisait la justice pour, comment dire... pour se rendre justice, parce que comme il ne pouvait pas passer à l'époque par l'Assemblée nationale, comme il ne pouvait pas passer par la présidence, parce qu'il y avait encore le deal qui existait, et le chef utilisait la justice pour se rendre justice. J'ai avec moi le secrétaire général adjoint de l'UDPS, proche du président de la République. Dites à cette population qui nous suit, est-ce que la justice aussi, aujourd'hui, est réellement indépendante? Là, vous savez, l'indépendance de la justice dans un pays où l'État était inexistant pendant plus de 2 décennies, c'est un processus. C'est un processus. Le président est en train de renforcer cette indépendance. Mais vous avez constaté, il y a des procès aussi qu'on peut dire le camp présidentiel a perdu. Lorsque l'honorable Pouela dépose une requête en interprétation, là, il est renvoyé. Mais les gens ont fêté de l'autre côté. Vous avez entendu les communiqués du FCC à l'époque. C'est ça l'état de droit.
Mais l'état de droit existe. Parce qu'il y a des décisions qui sont rendues même contre les intérêts ou la vision du chef de l'État. Et nous, on n'a arrêté personne, hein, aucun magistrat tué. Okay. Après tout ça. Vous voyez la différence avec Félix. Ça, c'est un chef de l'État qui est au service de l'intérêt général. Il y a dernièrement aussi des mises, en fait, comment je peux dire, les arrestations. Il y a celui de l'OVD qu'on a arrêté. Il y a celui des mines. Le nom m'échappe, mon Dieu. C'est ça le mal du direct. Il était dans les mines, mais son nom viendra. Il a aussi été arrêté. Et donc, aujourd'hui, on a l'impression que les intouchables sont touchés aujourd'hui. Mais bien sûr, avec Félix, il faut oublier les intouchables. Ça n'existera plus au Congo, madame. Réunissez des preuves. Nous avons besoin aussi d'une presse d'investigation. Voilà pourquoi moi j'appelle à la tolérance des opinions contraires. Mais pourvu que ça renforce l'unité nationale, l'état de droit, pas le tribalisme, pas de la haine, pas de quoi. Moi j'appelle à ça parce que c'est lui qui a des éléments, relance les débats, l'opinion va suivre, nous allons exiger des comptes. C'est ça l'état de droit pour lequel nous nous sommes bâtis, nous à l'IDPS. Et ça ne nous gêne pas. Voilà, nous allons terminer par la rentrée scolaire. Nous allons terminer par ce secteur qu'est l'éducation. Pas de rentrée scolaire pour ce mois de janvier, la Covid étant, mais beaucoup de parents se plaignent, se disent, mais mon Dieu, je vais poser cette question à Maître Guy Bao. Dans les églises, on permet à ce que les gens y aillent, mais pourquoi on ferme les écoles? Il va peut-être nous expliquer la vision du chef de l'État par rapport à la fermeture des écoles. Et évidemment, nous allons parler de la fête du 4 janvier, hein, la fête des martyrs. L'UDPS a fait 37 ans, donc ils ne sont pas les premiers martyrs, mesdames et messieurs. Il y a eu des martyrs le 4 janvier 1959 pour accéder à l'indépendance de ce pays. Et nous avons l'impression que ces martyrs-là de 1959 sont aujourd'hui, au fil des années, largement négligés. Et d'ailleurs, une certaine opinion pensait qu'avec l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi, la fête des martyrs aurait eu tout son sens. Avec face, peut-être pas avec face, mais il y aurait eu vraiment quelque chose de pratique, que les gens auraient senti que les martyrs sont commémorés, sont valorisés en République démocratique du Congo, pas un simple communiqué. Nous allons terminer par là, mesdames et messieurs. Il faut absolument préserver la santé de nos enfants de la deuxième vague, n'est-ce pas, de la Covid-19, qui est une pandémie mortelle. Et aujourd'hui, nous sommes venus échanger avec le comité multisectoriel de lutte contre la Covid pour voir un peu si réellement les enfants peuvent reprendre les cours demain et voir les indicateurs que ça donne. Est-ce que nous pouvons vraiment prendre ces risques-là de faire revenir les enfants à l'école? Mais ici, après analyse et échange, nous avons vu certainement que aujourd'hui, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, reprendre le cours demain, puisque la courbe est ascendante. Et vous savez, il y a beaucoup de cas, n'est-ce pas, de Covid qui sont déclarés, ça et là. Et vous savez que les enfants sont les vecteurs, n'est-ce pas, de cette maladie. Donc il faut lier la santé des enfants, la sécurité, n'est-ce pas, de la santé des enfants avec la Covid-19. Il faut vraiment réfléchir pour éviter de prendre ces risques-là, de mettre les enfants, n'est-ce pas, à cette maladie. Il faut faire un effort pour préserver la santé, n'est-ce pas, de nos enfants. Donc aujourd'hui, il faut que la communauté nationale, il faut que tous les pays, toutes les écoles savent que aujourd'hui, nous ne pouvons pas reprendre le cours demain. La date sera annoncée ultérieurement. Le moment venu, tout le monde saura la date, n'est-ce pas, de la reprise de cours. Jour pour jour, il y a de cela 62 ans, depuis que les martyrs de l'indépendance de la RDC avaient décidé d'arracher leur liberté. Cette journée qui a marqué la mémoire des Congolais n'est pas passée inaperçue chez l'aîné Congo. Ces derniers ont salué la bravoure de ces martyrs. Les frères de l'indépendance et des véritables héros de ce pays. Ils sont morts pour une cause noble. Et à partir de ce moment-là, le peuple congolais avait tracé une voie à suivre, un destin à assumer. Mais hélas,
en interrogeant ce passé historique si glorieux, nous nous rendons compte que dit destin n'a pas été pleinement assumé. Occasion pour Roger Tingui de lancer un appel à la population afin d'honorer le combat des martyrs de l'indépendance. Nous avons le devoir patriotique de les remédier pour remettre le pendule à l'heure. D'où il est indispensable que chacun de nous ait pris de bon sens, examine minutieusement d'où l'on vient, d'où l'on est, et essayer d'entrevoir où l'on va et comment, par quels moyens, pour redresser les fonds des Congolais toujours courbés. Ils ont par ailleurs loué les parcours glorieux de Joseph Kasavubu, Simon Kimbangu ainsi que du parti Abako. Dieu, voyant la misère de notre peuple, a décidé d'intervenir en choisissant lui-même des instruments qu'il a préparés. Ils sont nombreux, ceux qui ont marqué cette marche de notre peuple. Nous nous bornerons aujourd'hui à ne citer que 4 figures emblématiques qui ont été des grandes bénédictions pour notre peuple. C'est Zalandou Edmond, fondateur de l'Alliance de Bakongo, en sigle Abako. Rappelons que ce fut un certain 4 janvier 1959 qu'un groupe de Quinois avait exprimé leur ras-le-bol au système colonial belge. Maître Guy Baweba, le secteur le plus important, c'est l'éducation, qu'on le veuille ou pas, parce que avant de bien parler français comme ça, Tanguisaki on a pas prof. Avant que moi je m'exprime comme ça, je suis passée dans des écoles. D'ailleurs, je tiens à remercier tous mes professeurs du lycée de Kimwinza, là où j'ai terminé, lycée Motema Mpiko. Je suis passée par là, lycée Mpiko de Lemba, je suis passée par là, je suis passée au complexe scolaire Malula. Donc, grâce à ces professeurs-là, qu'aujourd'hui je suis ce que je suis. L'ISTI n'a fait que compléter ce que je suis. Mais aujourd'hui, les gens disent qu'avec toutes ces mesures, les fermetures des écoles depuis l'année passée, c'est vrai qu'il y a la Covid, on est en train de perdre nos enfants. L'éducation est plus que bâclée. Est-ce qu'on ne sait pas quoi faire avec les enfants à la maison? Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous êtes un parent, vous êtes membre d'un grand parti, cadre d'un grand parti. Quelles sont les solutions pour pallier à cela? Non, il faut que d'abord les gens comprennent que ça, c'est un problème qui a surgi indépendamment de notre bonne volonté. Ça nous a surpris, la Covid. Et nous avons intérêt à protéger nos enfants. Nos enfants sont très chers. Et pour rappeler l'attachement du président à l'éducation, il faut voir la mesure de la gratuité. Pour l'école primaire que le président a pratiquement imposé, contre l'avis d'ailleurs de beaucoup de professionnels de l'enseignement. Pourquoi le président a insisté sur la gratuité? Il y a un penseur chinois qui avait dit dans les siècles passés, si vous voulez détruire un pays, n'amenez pas une guerre, peut-être vous allez trouver une armée forte. Mais il faut plutôt détruire l'éducation, encourager la corruption. Et revenez 20 ans après, vous allez constater que ce pays était dirigé par des aventuriers. Et c'est là où nous sommes. C'est la raison pour laquelle Félix Tshisekedi voulait s'attaquer à ces deux piliers, l'éducation et la corruption. Alors, nous tenons à la protection de nos enfants. Soyons patients. Nos enfants sont chers. Parce que vous avez posé la question sur des solutions. Nous devons aider les enfants aussi. Nous-mêmes, parents, nous devons nous investir à aider nos enfants. Parce que la situation, elle est grave. La COVID est vraiment réelle. La COVID, c'est une réalité. Elle est planétaire. Ne nous faisons pas d'illusions. Nous avons besoin. Parce que l'avenir de demain, c'est nos enfants. N'oubliez pas ce que Fatih vous avait rappelé dans son discours de 6 minutes. Chaque année naissent 2 millions d'enfants. Nous allons parler de la journée des martyrs. Et l'équikaboui, journée des martyrs. C'est vrai qu'il y a eu un communiqué de la présidence de la République. Mais c'est quand même les martyrs. Maître, pardon, Tikangana Lobagi Bao. Il y a eu des martyrs dans l'UDPS. Makile Tangaki dans l'UDPS. Vous célébrez vos martyrs à l'UDPS. Botiara a place Nabango. Mais le 4 janvier 1959, il y a eu des compatriotes qui sont morts pour que nous accédons à cette indépendance dont nous jouissons aujourd'hui. Et beaucoup de gens pensaient avec l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi. La date du 4 janvier et la date du 30 juin, il y a les deux dates phares. Yambo Kanabiso. Mais le 4 janvier, c'est passé comme ça. Vous allez nous dire aussi c'est la Covid. Et pourtant, le chef de l'État a inauguré les sauts de moutons, qui est bien sûr utile. Pourquoi il n'y a pas une manifestation comme ça
pour honorer nos martyrs. Parce que les gens disent aujourd'hui, c'est pas la peine, il y a au Congo, pour essayez de parler à cette population par rapport aux martyrs du 4 janvier 1959. Non, d'abord, nous saluons la bravoure des martyrs du 4 janvier 1959. Grâce à ces martyrs que nous avons eu l'indépendance. Il faut saluer la mémoire de tous les pères de l'indépendance. Mais nous, l'UDPS, nous sommes un parti martyr. Nous ne pouvons même pas être contre la célébration des journées des martyrs. Mais c'était plus au niveau du gouvernement. Ah, on ne soit pas scellé, caca. Non, le pauvre scellé. Bon, quand le gouvernement a financé, c'était au niveau du gouvernement. Mais l'UDPS ne pose aucun problème. D'ailleurs, vous allez voir comment nous allons célébrer les martyrs à partir de l'année prochaine, dès que nous allons retrouver une certaine sérénité, parce que c'est aussi ça. Pourquoi célébrer les martyrs? C'est pour encourager, parler de notre histoire à nos enfants. Donc ce ne sont pas des gens à négliger, mais il arrive des moments où une famille peut se retrouver dans des difficultés. À quel cimetière était au salon? C'est pas vrai. Merci. Nous sommes de cœur avec ces martyrs-là. Maître Guy Bao, pardon, excusez-moi. Premier mois de janvier, en tout cas c'est le mois des vœux. C'est cette grâce que vous avez. Regardez cette caméra, cette population, souhaitez vos vœux à ceux qui vous sont chers. Le vœu, nous l'adressons premièrement au couple présidentiel et nous les encourageons à continuer dans l'élan qu'il a pris, lui, le président particulièrement, pour apporter la paix, les sourires, le bonheur aux Congolais. Le vœu à tout le peuple congolais en général, aux combattants de l'UDPS en particulier. Soyons vigilants, accompagnons le chef de l'État, c'est notre chef. Il s'agit de notre pays. On n'a qu'un seul pays, comme Madame l'a dit au début. Nous avons intérêt à défendre ce pays, mais en soutenant les institutions de la République. Merci Maître Guibao et Bamou, merci d'être passé à la barre. L'expression est consacrée. Moi aussi, je profite de l'occasion pour présenter mes vœux les meilleurs, en tout cas à mes enfants qui me sont absolument cher, comme l'a dit Maître Guibao et Bamou. Bananabiso, c'est notre richesse. Donc, je profite de l'occasion pour vraiment souhaiter le meilleur à mes enfants, à Raïssa Lofoli, Jade Lofoli, Joël Lofoli, Joyce Lofoli et Ketia Lofoli. En tout cas, bonne année à vous, que l'année 2021 soit l'année de l'accomplissement. Nakobo, ça n'a pas été celle qui m'habille chaque dimanche pour que je sois très agréable à voir. Quand même, je suis une femme, que vous le voulez ou pas. Donc, merci à Fanny Mandina, merci à Karine Kandou, celle qui m'habille, et merci à Yvette Tolo depuis Dakar avec cette tenue. Merci aux membres de ma famille, bonne année aux membres de ma famille, bonne année à la famille Lofoli, la famille Kimuntu et la famille Kimpiop, et bonne année aussi au président de la République, hein, il faut le souhaiter, bonne année. Il a une charge énorme. La RDC, comme le disait Mobutu, ce n'est pas n'importe quel pays. Présider la RDC, ce n'est pas n'importe quel pays. Merci donc à Clovis Odinga et à Freddy Kipimo, sans oublier Papi et Mondé qui est à la régie finale. Et on se retrouvera, mesdames et messieurs, avec le même plaisir le dimanche prochain. Inch'Allah.